Alors, bonsoir à tous. Euh, bon, on s'y habitue pas, hein, comme je le dis à chaque fois, on s'y habitue pas, on s'habitue pas à parler devant un écran et, et des petites ces étiquettes avec des noms. Mais bon, on, on reste convaincu que derrière les noms, derrière les noms, il y a des personnes bel et bien connectées. Alors, ce soir, mesdames et messieurs, je vais euh, oui, des âmes, absolument. Oui. Donc, mesdames et messieurs, ce soir, on va. Alors, je vais faire un petit préambule qui me semble être fondamental de faire systématiquement quand on fait ce genre de conférence ou de chiot, pas trop le terme un peu pompeux de conférence. Euh, c'est que par la force des choses, de par le format euh, de ce, de ce genre de shiurim, et en plus, avec la difficulté supplémentaire à travers le Zoom, qu'on ne sait pas vraiment à qui on s'adresse, hein, puisque Rav Chantal, la Shalom, disait toujours euh, qu'il ne fallait surtout jamais répondre aux questions, mais il fallait toujours répondre aux élèves. Ça veut dire qu'il n'est pas question de donner une réponse, mais en fait, même un chiour, même un cours, doit forcément, quand on le prépare en tout cas, et quand on le donne, doit s'adresser à des personnes en particulier. On n'est pas, on n'est pas on n'est pas un magnétophone, on a des personnes en face de nous et notre discours doit s'adapter forcément aux personnes qu'on a en face de nous. Mais bon, c'est le jeu. Alors, il y a aussi ce genre de shiurim un petit peu généraux, etc., mais on est bien obligé de dire, et je suis obligé de dire en préambule que dans ce genre de shiurim, on ne peut que dire des généralités. C'est-à-dire qu'on va donner des grandes lignes de pensée, on va donner des grands axes de réflexion, des pistes, et puis on va donner peut-être certaines bases, certaines idées à connaître, fondamentales à connaître pour pouvoir ne serait-ce que commencer à entrevoir ce que veut dire le Shalom Bayit. Mais il est évident que ça reste être des généralités et que on va donc parler pour un grand éventail de personnes, de profils, de couples, et dans une grande majorité de cas, les situations et les règles et les conseils qui vont être donnés vont être applicables. Mais il est évident aussi qu'il y a certaines problématiques, certains profils de certaines personnes qui ne vont pas cadrer avec ce genre de shiurim. Et par rapport à ça, il va falloir être conscient que dans ce genre de cas, il va falloir adapter et donner une réponse qui est beaucoup plus personnelle, beaucoup plus ciblée par rapport à la problématique de la personne qu'on a en face de nous. C'est la raison pour laquelle il faut garder toutes ces règles, mais évidemment, si on a quelque chose de particulier, un problème particulier, alors là, il ne faut pas hésiter une demi-seconde à avoir un conseil personnalisé d'une personne compétente. Il y a deux choses ici, il y a deux idées ici. C'est un conseil personnalisé et qui provient d'une personne qui est compétente. Parce que beaucoup, peut-être, essayent d'aider, de donner un coup de main, de conseiller, etc. Mais la compétence, c'est quelque chose qui est ailleurs, qui est différent. Donc, il faut absolument que ce soit avec quelqu'un de compétent et qui va donner un conseil qui soit bien précis. Et le cas échéant aussi, être capable de diriger vers d'autres personnes qui elles-mêmes vont avoir d'autres spécialités
et vont être un peu plus pointus dans la réponse qui va être donnée à cette problématique en particulier. Ça, c'est une première chose. Alors ça, c'est l'introduction générale que je voulais faire et qui est très importante. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est que ce soir, avec l'aide de Dieu, je vais prendre un risque. On va faire un chiour un petit peu dans l'ambiance de Purim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un chiour dans l'ambiance de Purim? Vous savez, Purim, c'est la joie, c'est le rire. On dit Purim Spiel en yiddish, on dit les blagues de Purim. Alors, une blague, c'est quoi une blague? C'est prendre un peu à contre-pied, amener les gens vers un endroit et au dernier moment, les amener là où ils s'y attendaient le moins. C'est un petit peu le principe d'une blague, c'est ça, c'est amener les gens qu'on a en face de notre auditeur, notre interlocuteur, vers un certain endroit où ils se demandent, où une chute est convenue et attendue, et à la fin du compte, on va l'amener dans quelque chose où il ne s'y attendait absolument pas, et c'est cela qui va provoquer le rire. Alors ce soir, on va essayer de faire un petit peu comme ça, et je vais vous faire un chiour de Shalom Bayit basé sur une expérience qui a été la mienne et qui est vraie, que j'ai vraiment vécue, mais contre toute attente, qui ne s'est pas passée ni dans une choule, ni dans une yeshiva, ni dans un endroit qui est censé amener de l'enseignement ou du limoud à Torah ou quelque chose de particulier dans ce domaine, mais dans un garage. Alors, par contre, je vais vous demander à toutes et à tous de bien avoir la gentillesse parce que je sais que dans ce genre de shiurim, on le met peut-être en bruit de fond, avec ça arrive des fois qu'on l'écoute d'une oreille distraite. Là, c'est embêtant parce que je vais partager mon écran et je veux vous montrer des choses et je veux que les choses ne peuvent être comprises que dans la mesure où on regarde ce qui se passe. Donc, j'étais en train de vous dire que l'expérience que je vais vous relater maintenant, c'est une expérience qui m'est vraiment arrivée et qui s'est donc passée dans un garage. Dans un garage où j'avais amené ma voiture pour changer mes plaquettes de frein. Voilà, vous avez vu le prix de l'essence en ce moment. Ben voilà, la voiture, ça fait partie des dépenses régulières par rapport aux véhicules motorisés, c'est que de temps en temps, il faut changer ses plaquettes de frein parce qu'elles s'usent avec le temps et que, oui, par la force des choses, le freinage devient plus problématique. Donc, j'ai été pour faire changer mes plaquettes de frein dans un garage que je ne nommerai pas, mais dans une grande enseigne que tout le monde connaît. Et quand le garagiste en question m'a fait le travail, il me donne ensuite la facture et sur cette facture, je trouve une phrase qui m'interpelle, qui m'étonne. Et la phrase, c'est « Pas de freinage d'urgence les 300 premiers kilomètres ». Alors, vous savez, je suis un petit peu noudnik comme ça sur les bords, un peu casse-pied des fois, parce que c'est peut-être une déformation professionnelle. En général, quand il y a écrit quelque chose sur une feuille, je le lis. Il y a des tonnes de choses qu'on ne lit pas quand on nous donne ce genre de document. Alors, en général, quand on nous donne une facture, on regarde le prix pour voir combien on va payer. Mais là, il y avait cette phrase-là qui était écrite, je l'ai lue. Et puis, là aussi, je ne sais pas si d'autres personnes, enfin, peut-être que c'est arrivé, mais en tout cas, je vois pas de freinage d'urgence les 300 premiers kilomètres. Et je me dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a changé les plaquettes de frein, les 300 premiers kilomètres après le changement de plaquette de frein, il ne faut pas freiner d'urgence. D'urgence, ça veut dire d'être obligé de piler. Pourquoi? Parce que le freinage ne se fera pas bien. Alors, j'ai été un peu interpellé par cette phrase. S'il y a des garagistes parmi les je sais pas comment on dit, les téléspectateurs ou les spectateurs ou les auditeurs, peu importe,
J'espère que je vais bien rendre la réalité. Mais je vais voir le garagiste en question et je lui dis, je ne comprends pas. Je viens chez vous pour me changer mes plaquettes de frein parce que je considère qu'elles sont usées et que donc elles ne freinent pas bien. Ou en tout cas, pas de manière optimale. En général, quand on met un matériel neuf, bah, on s'attend à ce que le résultat, ça soit que maintenant, ça y est, c'est en pleine forme. Donc, normalement, une fois qu'on a changé ces plaquettes de frein, on devrait freiner d'une manière totale et absolue et parfaite. Et voilà qu'on nous dit non. Les 300 premiers kilomètres, il faut y aller doucement parce que tu ne freines pas bien les 300 premiers kilomètres. Alors, je lui ai dit, je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de m'expliquer? Et le bonhomme, il ne devait peut-être pas avoir beaucoup de travail à ce moment-là. Il a été gentil, il a été sympa. Et il m'a expliqué. Il m'a dit, je vais vous expliquer. Et il m'a expliqué. L'explication qu'il m'a donnée, je vais vous la donner en long, en large et en travers, vous allez voir. Mais ce qui est surtout intéressant, et c'est évidemment pour ça qu'on en parle ce soir, c'est parce que quand il a fini de m'expliquer, je lui ai dit, sachez, monsieur, que vous m'avez donné l'une des plus belles leçons d'entente dans le couple Shalom Bayit que je n'ai jamais entendu. Alors là, il m'a dit, bon, je suis content de le savoir. Il n'a peut-être pas le temps de rentrer dans les détails pour que je lui en dise plus à ce niveau-là. Il m'a peut-être pris pour un fou. Mais je lui ai dit en tout cas, mais ce que vous venez de m'expliquer, mais c'est une leçon de Shalom Bayit qui est haut de gamme, une merveille. Et depuis, je dois dire que je l'ai répété à de très, très nombreuses reprises, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est véritablement un enseignement incroyable. Et en plus, on est en plein dans ce que le Baal Shem Tov disait, qui était que tout ce qu'un homme voit et tout ce qu'un homme entend, quel que soit le domaine, on pourrait se dire, non, les divrei Torah, la chokhma, elle ne s'apprend que dans une choule. Non, le Baal Shem Tov vient et dit, non, tu vois un vol d'oiseau, tu vois une feuille qui tombe d'un arbre, tu vois n'importe quoi dans la vie, c'est un message par rapport auquel tu peux apprendre une leçon pour comprendre quelque chose dans la vie et t'enrichir spirituellement, intellectuellement, etc., etc. Alors, je vais vous montrer ce qu'il en est exactement. Donc, je partage mon écran et je vous mets le diaporama. Alors, on va inverser ça. Non. C'est bon? Oui. Attendez, excusez-moi 2 petites secondes, que je ne fasse pas de bêtises, que ce soit bien calé. Voilà. Alors, paramètres d'affichage. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde voit cette roue là? Enfin, ce n'est pas une roue, ça. Je vais vous expliquer ce que c'est exactement. On est bon, j'espère que tout le monde a bien le bon écran sous les yeux. Normalement, vous devez voir un cylindre métallique surplombé d'un petit truc bleu au-dessus. Alors, ce que vous avez devant vous, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle un disque de frein. D'accord? Ce disque de frein, je vous ai dit qu'on est en ambiance de Pourim. Hein. Vous allez dire, mais mais attends, on est venu pourquoi ce soir? Je ne comprends pas. On est venu pour parler de Shalom Bayit. Il est en train de nous parler de disque de frein. Ne vous inquiétez pas. Vous allez voir que à la fin, Bezrat Hashem, normalement, si tout se passe bien, vous serez servi. Donc, ici, on a affaire à un disque de frein. Ce disque-là qui est devant moi, enfin qui est devant vous en fait, il est solidaire de la roue qui roule, des roues de la voiture. Il y en a une dans chaque roue, évidemment. Et donc, il est solidaire de la roue. Et puis, au-dessus,
ici, là, ce bleu-là, c'est ce qu'on appelle une mâchoire. Et quand on les regarde de profil, voilà. Là, ici, c'est le disque. Vous avez ici, c'est la mâchoire qui reçoit. Ici, ce morceau noir-là, c'est la plaquette de frein. Et ce qui se passe, c'est que quand on appuie sur le frein, cette plaquette, vous voyez ici, il y en a des deux côtés, cette plaquette, elle compresse le disque. Et comme la plaquette, les deux plaquettes compressent le disque, elles freinent le disque métallique qui est là. Et donc, du coup, puisque le disque métallique est solidaire de la roue s'arrête. Bon, jusque-là, si quelque chose qui n'est pas clair, vous m'arrêtez, mais je pense que pour l'instant, c'est bon. Maintenant, là, on a la même chose, mais en croquis, parce que vous allez voir que c'est ça ce qui va nous intéresser. Qu'est-ce qui se passe avec le temps? Donc ici, rappelez-vous, ici, vous avez le disque qui est solidaire de la roue. Là, ça, c'est la mâchoire, la fameuse mâchoire, qu'on a vue ici tout à l'heure, sous cette forme-là. Voilà. Donc ici, vous avez la fameuse mâchoire. Là, vous avez les plaquettes. Et là, ici, vous avez le disque. OK? Donc maintenant, les voitures roulent. On freine, on freine, on freine, on freine, on freine, on freine. Et puis avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, la plaquette qui est là, elle s'use. Et le disque qui est là aussi, alors il s'use beaucoup moins, mais il se déforme en tout cas. D'accord? Bon. Donc il s'use jusqu'à ce qu'à un moment donné, il faut la changer. Elle s'abîme complètement. Oubliez celle de gauche, elle ne nous intéresse pas. Ici, c'est quand c'est ouvert, là, c'est quand on freine. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, ça s'use. Donc ici, cette partie-là, il faut la remplacer. Maintenant, pour la remplacer, on va au garage et on change la plaquette. Et on met une plaquette neuve. Alors, est-ce que vous voyez tout de suite le problème qui va se poser? Le problème qui va se poser, encore une fois, je vous dis, oubliez celle de gauche. Je n'ai pas travaillé sur celle de gauche. Déjà, c'était une tannée de faire ces croquis. Donc, est-ce que vous voyez tout de suite le problème qui va se poser? Le problème qui va se poser, c'est que maintenant que j'ai mis une plaquette neuve, rappelez-vous comment c'était avant, elle était usée, maintenant elle est neuve. Sauf que quand on regarde la plaquette neuve, elle est droite. Et le disque, il s'est déformé légèrement. Donc du coup, quand je mets une plaquette neuve, qu'est-ce qui se passe? Les points rouges que je vous ai mis ici et là, c'est les deux petits minuscules points de contact entre le disque et la plaquette quand je freine. Donc, du coup, les 300 premiers kilomètres, le contact entre la plaquette et le disque est très petit et donc le freinage ne se fait pas bien. Et donc, à quoi servent les 300 kilomètres en question dont on a parlé ici? Les 300 premiers kilomètres dont on a parlé sont des kilomètres qui vont nous permettre de quoi faire? D'user la plaquette pour que, finalement, la plaquette et le disque aient une forme qui j'allais dire un mot incroyable, qui s'épouse parfaitement et que, quand on va freiner par la suite, l'un va parfaitement s'emboîter dans l'autre et la zone de contact entre la plaquette et le frein sera maximum. Mais au début, il n'y a pas de contact. C'est très peu. Le contact qu'il y a entre les deux, c'est très peu. Et
Les 300 kilomètres vont me permettre de faire que la plaquette et le disque s'usent de sorte que les deux puissent s'emboîter parfaitement. Alors d'abord, j'aimerais bien avoir un petit retour là. Soyez gentils, dites-moi si c'est clair ce que je vous ai raconté ou bien si c'était comme si en fait je vous parlais de voiture en fait, pour ceux qui ne sont pas des initiés dans la. Parce que j'aimerais vraiment savoir, avoir un retour de votre part pour savoir si je me suis bien fait comprendre ou si vous n'avez rien compris à mon explication et que je puisse reprendre certaines choses. Très clair. OK. Alors, si j'en crois ce qui a écrit là, j'ai l'air d'avoir été assez clair. Alors, maintenant, faut quand même qu'on réatterrisse sur notre problématique de base, qui est que vous êtes quand même venu ici pour avoir un chiour sur le Shalom Bayit et pas sur l'usure des plaquettes de frein, même si au demeurant ça peut être extrêmement intéressant, mais concrètement ce n'est pas exactement ça que vous êtes venu chercher ce soir. Et puis je vous ai dit que à ce garagiste qui m'a expliqué, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est lui qui m'a expliqué ça, peut-être qu'il y a peut-être d'autres chitotes, comme on dit, mais en tout cas, ce garagiste-là, il m'a expliqué cette chose-là. Et je lui ai dit, c'est une leçon incroyable de Shalom Bayit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les couples du monde, attendez, je vais essayer de revenir en arrière. Tous les couples du monde, en fait, vont avoir exactement le même problème que cette étape-là que je vous ai mise à l'écran. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque personne, vous êtes d'accord avec moi que la plaquette et le disque, le but à atteindre, c'est que la zone de contact entre les deux soit la plus grande possible pour pouvoir freiner au maximum. Dans un couple, le but à atteindre, c'est justement qu'il y ait une zone de contact. Ça veut dire une acceptation, une interaction des deux dans le maximum de domaines, le maximum d'attitudes dans la vie. C'est ce qu'on appelle l'entente. S'entendre, ça ne veut pas forcément, encore une fois, attention, ça ne veut pas forcément dire être d'accord sur tout, mais la question n'est pas de savoir. Alors écoutez bien cette phrase, je pense qu'il faut la noter quelque part, l'écrire, la mettre en grand dans la maison, dans les pièces les plus fréquentées. Le but n'est pas de ne jamais ne pas être d'accord. Le but n'est pas d'être toujours d'accord. Le but, c'est de savoir comment ne pas être d'accord. Comment on s'y prend, de quelle manière on agit, comment on gère le désaccord. Parce que le rabbi disait toujours, d'ailleurs, il utilisait une phrase qu'il répétait très, très souvent, il disait toujours « Chilouke deot eino pirud al-levavot ». Les divergences d'opinion ne doivent pas entraîner de séparation des cœurs. Ça veut dire que je dois savoir ne pas être d'accord. Et savoir ne pas être… Comment on fait quand on n'est pas d'accord ? Comment on s'y prend ? De quelle manière on communique quand on n'est pas d'accord, quand on a des opinions divergentes ? Ça fait partie, dans le croquis que vous avez devant vous, de l'adhérence. Je sais
m'unir avec une M apostrophe. Je sais me échanger. Je sais communiquer. Je sais parler, même dans les moments où il y a divergence, où il y a désaccord. Je sais ne pas être d'accord avec mon épouse ou avec mon conjoint. Mais au départ, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'au départ, comme dans le croquis que vous avez devant vous, je viens de changer mes plaquettes. Et donc, la forme de la plaquette est droite et la forme du disque est arrondie. Et la zone de contact est minuscule. Ça veut dire qu'il n'y a que très peu de sujets sur lesquels on se retrouve. Donc, les 300 kilomètres qui vont me permettre d'arriver à ça et qui va, à ce moment-là, me permettre d'avoir un rapport, un lien, une adhésion maximale, c'est le temps par lequel je vais devoir passer et au cours duquel je vais devoir apprendre à travailler, à échanger, à apprendre à communiquer, apprendre à ne pas être d'accord, pour que finalement, il y ait une communication qui soit fluide et qui puisse être un lien permanent, encore une fois, même quand on n'est pas d'accord. Mais ça prend du temps. 300 km, ça veut dire qu'au début, c'est… Alors, ce qui est très intéressant dans toute cette histoire, c'est que le garagiste ne vous a pas dit bah, si ça ne freine pas au début, ce n'est pas normal. Il vous dit au contraire, c'est lui qui vous dit attention, ne freinez pas d'urgence parce que ça ne marche pas. Là, les points de contact au départ sont minimes. Quand un couple se marie, au début du mariage, les points sur lesquels ils se retrouvent, ils se ressemblent et ils se rassemblent sont minimes. L'immense majorité des dossiers qu'ils auront à gérer dans leur quotidien, ils auront des manières de voir totalement différentes. Ils seront complètement différents. Et donc, encore une fois, la question, ce n'est pas de devenir comme l'autre. La question, c'est de savoir quoi faire. Là, je vais jeter un mot qui est extrêmement important. La question, c'est de savoir s'adapter. L'adaptabilité, le fait d'être capable de s'adapter à une personne qui est finalement totalement différente de moi. On y reviendra tout à l'heure, parce que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, maintenant, on va essayer d'observer, d'analyser. Il faut savoir une chose, c'est que les matériaux qui ont été choisis pour faire ce jeu-là de plaquettes et de disques, ce sont des matériaux qui ont été volontairement choisis, comment on va dire ça, qui s'usent de manière régulière. On n'a pas pris de l'acier trempé. On a pris une matière qui s'use. Et le disque est beaucoup plus solide, beaucoup plus solide. Oui, il ne s'use pas, mais il se déforme. C'est-à-dire que les deux vont avoir du jeu. J-E-U. Et quand… alors, quelle est l'idée qu'il y a derrière cela? C'est que la pire des choses qui auraient pu être faites par les concepteurs des voitures, c'est que les plaquettes soient dans un matériel qui soit rigide, qui soit inusable, qui ne se déforme pas, qui
qui ne s'use pas. Parce que dans ce cas-là, la plaquette, elle serait restée tout le temps dans la forme qu'elle a devant vous maintenant, et le contact qu'il y aurait eu entre le disque et la plaquette aurait été nul et on n'aurait jamais pu freiner. Donc, la qualité de la plaquette, c'est d'être capable de s'user. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chez nous? Chez nous, ça veut dire la capacité à… Parce que regardez, qu'est-ce qui se passe? Toute cette partie-là de la plaquette, elle a disparu. Alors, on ne va pas utiliser le mot disparaître en ce qui concerne le mot Shalom Bayit, dans le Shalom Bayit. On va utiliser un autre terme. On va utiliser le terme faire de la place. Faire de la place à quelqu'un d'autre. Parce que tout le problème, c'est que dans un couple, les deux doivent apprendre à faire de la place à l'autre. Et par définition, si je fais de la place à l'autre, ce que j'enlève de la place à moi. OK. Donc, faire de la place à l'autre, c'est, comme on a dit tout à l'heure, lui permettre d'exister. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que à Yom Kippour, le chef d'orchestre, le personnage central de toute la fête de Yom Kippour, c'est évidemment le Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol, la Torah nous le décrit comme étant quelqu'un qui va expier ses fautes, bien sûr. Vechiper ba'ado, il va expier ses fautes. Uv'ad beto, et il va expier les fautes de sa maison. Et tous les commentaires demandent, qu'est-ce que ça veut dire qu'il va expier les fautes de sa maison? Une maison ne fait pas de faute. Comment on peut imaginer? Pourquoi est-ce qu'on utilise le terme maison? Et tous les commentaires s'accordent pour dire que, et d'ailleurs, ce n'est même pas les commentaires, c'est la Mishnah elle-même qui vient et qui dit, puisqu'il y a écrit évidemment, il ne s'agit pas ici de sa maison, mais il s'agit ici de sa femme. Et de là, on apprend une halakha incroyable, c'est que le Kohen Gadol, pour pouvoir servir dans le Beth Amikdash le jour de Yom Kippour, il faut qu'il soit marié. Parce que sinon, on ne pourrait pas, il ne pourrait pas expier les fautes de sa femme puisqu'il n'a pas de femme. Donc, il faut qu'il soit marié. Alors, je ne vais pas rentrer dans la raison pour laquelle il doit être marié, mais en fait, un peu quand même. Mais surtout, je vais poser la question, mais si la Torah voulait me dire sa femme, il y a un mot pour dire sa femme, c'est Ishto. Pourquoi la Torah utilise le terme Beto, sa maison, au lieu d'utiliser Ishto, sa femme? Comme très souvent on dit, mais je te dis un mot, mais je veux que tu en comprennes un autre. Alors dis-moi l'autre. Et la Torah ici aussi la même chose. Elle me dit Beto, mais elle veut que je comprenne Ishto. Alors dis-moi Ishto. Alors parce qu'elle ne veut pas seulement que je comprenne sa femme, elle veut que je comprenne qu'est-ce que c'est qu'être marié. Être marié, Ishto, c'est Beto, sa maison. Une maison, c'est quoi? C'est une construction. Se marier, c'est se mettre dans une situation de construire. Et de construire quoi? Et de construire qui? Se construire soi, mais construire l'autre aussi. Donc, pour construire l'autre, il faut qu'il existe. Pour qu'il existe, il faut qu'il ait de la place. Pour qu'il ait de la place, par définition, il faut que je sois prêt à en enlever un peu à moi. Et donc, alors attention, parce que vous avez bien remarqué ici, dans mon croquis que j'ai devant vous, ce croquis-là, il vous montre clairement que ce n'est pas uniquement un des deux qui a travaillé. C'est les deux qui travaillent, c'est les deux qui se déforment, c'est les deux. Les 300 km ne vont pas seulement permettre à la plaquette de s'user pour adhérer au disque, les deux, parce qu'il y aura des histoires de chaleur, et avec la chaleur et les frottements, les choses vont se déformer, et au bout du compte, à force de frottement et de chaleur et de déformation,
finalement, il va y avoir une adhésion parfaite entre les deux. Mais les deux vont bouger, les deux vont s'adapter, les deux vont travailler vraiment dans le terme, le matériau qui travaille, les deux vont travailler pour pouvoir épouser, et c'est un mot extraordinaire parce que c'est exactement le mot dont on a besoin ici, pour épouser la forme qu'il faut et la forme de l'autre pour que les deux puissent adhérer au maximum. Mais c'est une aptitude. Donc, on a dit la qualité principale qu'il faut avoir à ce moment-là pour pouvoir faire en sorte, parce que le temps ne va jouer, le temps ne va aider que dans la mesure où pendant ce temps-là, le travail nécessaire est fait. Parce que si pendant ce temps-là, il n'y a aucun travail qui est fait, chacun reste dans sa rigidité, dans son intransigeance, dans son non-mouvement, et je suis tout à fait apte à m'entendre avec tout le monde dès le moment où tout le monde est d'accord avec moi. Vous voyez la phrase un petit peu qui ressemble peut-être à des gens, certaines personnes. Hein, je suis tout à fait d'accord pour m'entendre avec les gens tant que les gens sont d'accord avec moi. D'accord, ça s'appelle de la psychorigidité. Ça veut dire que vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais la vérité, c'est ce que moi je pense. Et j'expliquais à mes élèves la dernière fois que vous savez pourquoi on a deux yeux, Baruch Hashem, parce que quand on ferme un œil, qu'est-ce qu'on perd dans la vue? À part qu'il y a une partie de l'horizon qui nous échappe, mais à part ça, ce qui est très très important, c'est que quand la vue avec les deux yeux nous permet quelque chose d'incroyablement important dans la vie, qui est le relief et donc la mesure des distances. Si on avait quelqu'un qui ne voit que d'un œil, ben, il a une difficulté à évaluer les distances entre les choses qu'il a en face de lui. Il voit tout plus ou moins comme si c'était un tableau. D'accord? Donc les distances, donc le fait de voir de deux angles différents, ça nous permet d'avoir une profondeur de champ. Eh bien, le mariage, c'est la capacité à mettre à voir les choses de deux angles différents pour nous permettre d'avoir une profondeur de champ. Mais si je suis certain, tout le temps persuadé qu'il n'y a que ma manière à moi de voir les choses, je perds cette profondeur de champ. Je n'admets pas qu'il puisse y avoir une autre manière que la mienne de voir les choses. Et donc, du coup, je perds toute une évaluation de la situation qu'il y a devant moi et je perds toute une manière d'envisager la réalité qui pourrait me permettre d'intégrer, d'analyser les choses de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus intelligente. Donc la qualité dont on a besoin ici pour réussir à faire ce travail d'usure qui va me permettre de m'adapter à l'autre, de laisser de la place à l'autre, que l'autre me laisse ma place et qu'au final, on se retrouve dans une zone d'adhésion maximale, et la première qualité dont on a besoin, c'est la souplesse. La souplesse, c'est-à-dire la capacité à admettre qu'il y a d'autres manières de voir les choses, admettre que le monde n'est pas binaire, 0 ou 1, les choses sont complexes et la réalité peut s'analyser, peut se voir de beaucoup de manières et beaucoup d'angles différents. Donc ça, c'est la leçon des plaquettes de frein. Maintenant, on n'a pas fini avec cette histoire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il n'existe pas ce jour, à part dans des cas de personnages très spéciaux, très particuliers, avec les tzadikim, et encore, mais disons les grands tzadikim, des personnalités vraiment particulières et spécifiques. Mais dans l'immense majorité des cas, il n'existe pas ce jour où on pourra dire, ça y est, on a atteint
le niveau d'entente, le rythme de croisière de l'entente conjugale. Il faut bien comprendre que la relation de couple, et là je vais peut-être dire des choses que tout le monde sent un petit peu, mais que si on le formalise, si on le met en mots, alors ça va peut-être être quelque part un peu rassurant, mais il faut bien savoir que la relation de couple est par définition une relation qui est instable. Ça veut dire que on peut se retrouver dans une situation où on a fait tout un travail, on a travaillé sur soi, on a atteint ce niveau de compréhension de l'autre, on a laissé de la place, etc., etc. On se dit, ça y est, c'est bon, on a. Et puis, une situation nouvelle où n'importe quelle donnée extérieure ou même intérieure, peu importe. Et puis tout d'un coup, on se dit, mais je pensais que j'étais arrivé, mais en fait, non. La relation de couple, elle est par définition une relation qui demande un travail permanent et finalement qui ne s'arrête jamais. Vous savez, on dit, Shlomo Ameler, on compare toujours la relation entre un couple et la relation entre Akadosh Baruch Hu et le clan Israël, entre Dieu et le peuple juif. Maintenant, Shlomo Ameler a dit une fois, Amarti echkema vehi rechoka mimeni. En gros, il y a des mitzvot qu'il a compris, évidemment, nous aussi, qu'on ne pas tuer, ne pas voler, c'est des mitzvot qu'on a l'air, qu'on pense avoir compris. Mais lui, il a voulu s'attaquer à plus fort, à plus lourd. Il a voulu s'attaquer au chukim, et en particulier au chok de la vache rousse. Et quand il a approfondi, il a dit, je veux comprendre. Et puis à la fin, il s'est exclamé, Amarti erkema vehi rechoka mimen. À la limite, ça veut dire, j'ai dit, je vais m'approfondir, je vais réfléchir, je vais aller la chercher, je vais aller la comprendre partout où elle se trouve, là où elle se trouve, et je m'aperçois qu'elle est loin de moi. En fait, ce qu'il a voulu dire, c'était plus je m'approche d'elle, plus elle s'éloigne de moi. Et une autre histoire intéressante aussi, c'est que une fois, vous savez que le rabbi Rachab, le père du rabbi précédent, avait une santé très fragile. Et donc, il s'est rendu très souvent en Europe pour rencontrer un très célèbre médecin qui s'appelait Sigmund Freud. Et Sigmund Freud, évidemment, le père de la psychanalyse, la psychologie moderne, etc., etc. Bon. Et donc, il l'a rencontré, évidemment, pour des problèmes de santé, parce que c'est un médecin à la base, hein. Et donc, il l'a rencontré pour des problèmes de santé, mais il s'est amusé, entre guillemets, à faire son portrait psychologique, son portrait psychanalytique. Et quand Freud a analysé le rabbi Rachab, il a fini en disant, c'est un homme qui est frustré parce qu'il passe sa vie à chercher quelque chose qu'il sait qu'il n'atteindra jamais. Alors évidemment, dit comme ça paraît négatif, péjoratif, il est frustré parce qu'il n'atteindra jamais quelque chose qu'il cherche toute sa vie. Mais en fait, il a mis le doigt sur ce qui est la réalité. Ça veut dire que le rabbi Rachab, évidemment, passait sa vie à la recherche de Dieu, du bon Dieu, d'atteindre le divin. Mais il savait en même temps que atteindre le divin, ce n'est pas possible, parce que par définition, Dieu est infini. Et donc, si un jour on dit, ça y est, je l'ai attrapé, c'est qu'on est dans la Avodazara, on n'est pas dans le divin. Donc, évidemment, il est... Alors, cette relation-là, j'ai pas envie, sans vouloir désespérer les gens, mais ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas empêché le rabbi Rachab de toujours essayer d'avancer, de comprendre, de grandir.
Donc, la relation de couple, c'est un petit peu dans le même ordre d'idée. C'est-à-dire que finalement, on va revenir sur la différence, sur la différence entre l'homme et la femme. Évidemment, ça fait partie des essentiels de Shalom Bayit. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que finalement, cette relation-là, c'est une relation qui est par définition toujours très instable, qu'on doit retravailler en permanence. Et cet équilibre qu'il y a devant vous ici entre la plaquette et le disque, c'est quelque chose qui doit être retravaillé en permanence pour toujours se réadapter. Parce que par définition, donc là, c'est une relation qui est instable. Donc, ça va être une relation qui va être en mouvement permanent. Mais surtout, vous imaginez bien que force est de constater que la volonté divine, c'était précisément de marier, de mettre ensemble des personnages qui sont le plus différents possible. Déjà parce qu'il a marié un homme avec une femme. Or, les hommes et les femmes sont deux mondes complètement différents. Et si ça n'avait pas été le cas, il aurait dit les hommes et les femmes, l'homme et la femme les plus proches qu'il puisse y avoir dans leurs habitudes, leur manière d'être, etc., finalement, c'est un frère et une sœur. Et pourtant, le mariage entre un frère et une sœur est interdit. Et en plus, on peut aller encore un peu plus loin. Franchement, pour unir deux personnes, si pour unir deux personnes, il faut qu'elles se ressemblent au maximum, alors dans ce cas-là, il aurait mieux fallu marier deux hommes avec ou bien marier deux femmes. Mais la Torah, non seulement elle interdit ça, mais elle appelle ça une abomination. En d'autres termes, on voit bien, d'après la halakha elle-même, que le bon Dieu a voulu que la relation de couple, ça soit l'union de deux personnes qui soient le plus éloignées possible l'une de l'autre. Et que le travail de l'un et de l'autre, ça soit justement ce travail de réunir ces contraires. Donc, c'est évident que pour arriver à cette adéquation-là dont on parle depuis le début, on ne peut que être dans un travail permanent, dans une remise en question permanente, dans une volonté permanente de laisser de la place à l'autre. On a dit, rappelez-vous, la qualité numéro 1, c'est la souplesse, être capable de laisser de la place à l'autre, de faire le vide en soi, mais évidemment faire très attention que si l'un des deux objets dans les plaquettes ou les freins, si l'un des deux devient rigide et que l'autre est obligé de faire tout le travail pour s'adapter, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un problème, on a un problème ici. C'est les deux qui doivent être en mouvement pour permettre à ce que cela s'épouse avec le temps. Ça ne peut pas être le fait d'un des deux uniquement, parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il y en a un qui est abusif, qu'il y a un des deux conjoints qui est abusif, qui prend toute la place et qui empêche l'autre d'exister. C'est comme ça qu'on disait la dernière fois, je crois, que il y a trois équations possibles. C'est 1 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale 2 et 1 plus 1 égale 3. Alors, on peut dire que c'est 3 étapes dans le mariage, qui est vrai aussi, mais sans rentrer là-dedans, 1 plus 1 égale 1, ça pourrait vouloir dire que dans l'union de ce couple-là, il y en a un des deux qui a disparu. Et ça, c'est catastrophique. 1 plus 1 égale 2, ça veut dire qu'en fait, les deux ont continué à faire leur vie, chacun de leur côté. Ils sont toujours deux, ils sont colocs, ils ont la même adresse, et puis bon, ils se rencontrent de temps en temps, mais concrètement, ils n'ont pas fait corps, ils n'ont pas fait une seule chose. Et une seule chose dans laquelle aucun des deux n'a disparu. C'est la raison pour laquelle, a priori, l'idéal serait 1 plus 1 égale 3, et qui permettrait en fait que de l'union des deux premiers, on obtienne un troisième élément qui soit la réunion de la meilleure partie des deux premiers, mais sans que aucun des deux n'ait abandonné, n'ait laissé sa place, n'ait disparu, mais que chacun des deux a laissé la place à l'autre pour qu'il puisse intégrer sa vie tout en récupérant et s'enrichissant de la différence de l'autre. Voilà. Je pense que voilà, c'était un chiour
comme je vous l'ai dit au début, avec un air de Purim. On a peut-être un petit peu de temps s'il y a des questions. Sinon, on va se souhaiter une bonne soirée mutuellement. Enfin, c'est surtout moi qui vais vous le souhaiter parce que je ne vous entends pas beaucoup. Alors déjà, dites-moi si ça a été clair. Si vous êtes encore là. Oui, très clair. Merci beaucoup. OK. Baruch Hashem. Bien, eh bien alors je vais vous souhaiter une très très bonne soirée à toutes et à tous. Et j'espère que Bezrat Hashem, on aura un très 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 bon Purim, un très bon mois de Hadar. Et puis on va coller, comme c'est marqué dans la halakha, on colle Géoula avec une autre Géoula, la Géoula de Purim avec la Géoula de Pessah, et qu'on collera aussi ces deux Géoulotes avec la troisième Géoula, Géoula de Mashiach Tzidkenu, avec la venue de Mashiach très 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 rapidement, Bezrat Hashem. Une très bonne soirée à tout le monde avec l'aide de Dieu.